Pas de bruit, pas de vibration. Les voitures électriques ont vraiment un petit côté futuriste et ça tombe bien parce que ce sont les voitures de demain. Et déjà d'aujourd'hui. Ah t'es là toi? Regarde devant toi. C'est ce que je fais puisque je parle de la voiture électrique et vous allez voir que se déplacer à la seule force de l'électricité, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. T'as raison, je sens rien. Alors là, tu dépasses vraiment les bornes. Suivez-moi, on rentre à l'atelier, je vais vous expliquer comment fonctionne une voiture électrique. Faire bouger des objets avec de l'électricité. À la fin du XVIIIe siècle, cette expérience est devenue une attraction très répandue dans les cabinets de curiosité. Un fantasme même qui tourne parfois au fantastique. Tenez, à la fin des années 1770, Luigi Galvani, dont le nom est attaché à l'histoire de l'électricité, constate que les cuisses d'une grenouille se contractent violemment sous l'action d'un courant électrique. Son neveu va plus loin. Il réalise la même expérience sur un cadavre humain qui, sous l'effet du courant, se redresse. L'expérience réalisée en public fait grand bruit à l'époque. Elle aurait, dit-on, inspiré Mary Shelley pour son roman Frankenstein. Je vais peut-être pas rester là, moi. L'histoire des sciences, c'est amusant, parfois même effrayant. Mais la découverte qui va tout bouleverser, c'est le lien entre électricité et magnétisme. En 1820, Hans Christian Ørsted, oui, je sais, on ne parle pas suffisamment de ce personnage. Ørsted découvre donc qu'un courant électrique circulant dans un conducteur a le même effet qu'un aimant. Démonstration. Ici, l'aiguille de la boussole indique le nord. Elle est attirée par le pôle magnétique de la Terre. Quand un courant électrique circule dans le fil conducteur qui passe à proximité, l'aiguille est déviée. C'est parce que le courant électrique génère un champ magnétique. On recommence. Contact, champ magnétique, déviation. C'est la naissance de l'électromagnétisme, une des plus grandes découvertes de notre histoire. Tous les grands savants de l'époque vont alors plancher sur le sujet. Michael Faraday, James Clerk Maxwell ou encore Nikola Tesla. Tous vont contribuer à théoriser et à expérimenter ce nouveau champ de recherche. Et une des conséquences de tout cela, c'est l'invention du moteur électrique. Et oui, l'électricité ne fait pas que bouger des cuisses de grenouille. En l'associant à des aimants, on peut envisager de mettre en mouvement beaucoup de choses. Venez voir. Comme avec la boussole, nous avons ici un fil conducteur en jaune, mais cette fois-ci, il est enroulé un bon nombre de fois sur lui-même pour former ce qu'on appelle une bobine. Cela permet d'augmenter l'intensité du champ magnétique produit par le passage du courant. Cette bobine est reliée de chaque côté à deux axes conducteurs eux-mêmes posés sur un petit socle conducteur. Et oui, entre tout ce beau monde, il faut que le courant passe. Petite subtilité, sur chacun des axes, une partie a été isolée, la partie blanche. Ceci afin de simuler un courant alternatif. Enfin, dernière pièce essentielle, l'aimant, qui lui exerce déjà naturellement un champ magnétique. Il va interagir avec celui que la bobine va générer. Voilà, il ne reste plus qu'à brancher et approcher l'aimant et donner une petite pichenette de départ. Grâce à son champ magnétique, notre bobine est attirée, puis ne l'est plus, puis à nouveau attirée, et ainsi de suite. Alors comme je vous le disais, ici, le passage du courant se coupe régulièrement au lieu d'alterner. Nous n'inversons donc pas le champ magnétique de la bobine qui serait alors attiré, puis repoussé. Mais au bout du compte, ça fonctionne quand même pas mal. Il ne lui manque plus que des roues à mon moteur. Oui, enfin, il manque encore un volant, une carrosserie, des sièges. Oula, pas si vite. Revenons à mon petit moteur. Il fonctionne grâce à une pile électrique. Mais à l'origine, les piles ne ressemblaient pas du tout à cela, mais à cela. Une succession de disques de cuivre et de zinc séparés par un tissu imbibé de saumure, empilés les uns sur les autres.
d'où le nom de pile. Pas très pratique et surtout pas très puissante. Et il était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui de stocker une source d'énergie électrique conséquente. La suite, nous la connaissons, le charbon et les énergies fossiles prennent le dessus. Elles sont relativement faciles à stocker et il suffit de les brûler pour tirer une grande quantité d'énergie. Mais comme vous le savez, ces énergies commencent à poser quelques problèmes, et pas des moindres. Pollution, réchauffement climatique, sans parler d'un éventuel épuisement à venir. De leur côté, le stockage de l'énergie électrique et son utilisation ont fait de gros progrès. Justement, c'est ce que j'essayais de te dire. Eh bien, on t'écoute. Si on ouvre le capot, eh bien, le moteur a beau fonctionner sur le même principe, il n'a pas vraiment la même tête que le tien. Celui-ci a une puissance de 33 kW, c'est en gros l'équivalent de 45 chevaux. Ce n'est pas une voiture de course, mais c'est nettement suffisant pour arpenter tous les chemins, de la route de campagne à l'autoroute, en passant par les voies urbaines. Et en plus, il ne faut jamais oublier que les voitures électriques sont plus dynamiques que les voitures thermiques. Toute la puissance du moteur est immédiatement disponible. Tiens, au fait, il fait combien le tien? Oh, je dirais un demi-poney. Oui, au mieux. Et pour alimenter tout ça, la batterie est si volumineuse qu'elle ne se trouve pas ici, mais sous les sièges. Sous la banquette arrière et placée à cet endroit, elle permet de stabiliser le véhicule. Et elle aussi n'a plus rien à voir avec les piles de Volta. Effectivement, du chemin a été parcouru. Alors aujourd'hui, les batteries ne sont plus composées de pièces de cuivre et de zinc séparées par des tampons imbibés de saumure, mais de lithium et de phosphate de fer trempant dans un électrolyte. Pour autant, le principe reste le même. Comme tout ce qui nous entoure, ces matériaux sont constitués d'atomes. Un atome, c'est un noyau autour duquel se baladent des électrons. Pour produire de l'électricité, on fait circuler ces électrons. Alors dans le cas de notre batterie, ils vont se déplacer de l'anode en lithium, qui a des électrons à revendre, vers une cathode en phosphate de fer, qui, elle, a tendance à attirer les électrons. Dès que le circuit électrique se ferme, tout se met en mouvement. Dans l'anode, les atomes de lithium cèdent des électrons qui se dirigent vers la cathode en empruntant le fil conducteur. Ils produisent ainsi un courant électrique. Dans le même temps, un déséquilibre est créé. Les atomes de lithium, dépossédés d'une partie de leurs électrons, deviennent des ions lithium positifs. Ils vont alors quitter l'anode, passer dans l'électrolyte. Mais du côté de la cathode, l'équilibre aussi est rompu par cet afflux d'électrons. Il est alors vite rétabli par l'arrivée des ions lithium positifs en provenance de l'électrolyte. Et l'avantage d'une batterie au lithium, c'est qu'on peut stocker beaucoup d'électrons. Typiquement, sur une voiture comme celle-ci, on peut parcourir jusqu'à 300 km en ville et 230 sur les routes. Mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même bien passer à la prise. Oui, quand même, c'est de la science, pas de la magie. Pour la recharge, c'est assez simple, il suffit d'inverser le processus. Les électrons arrivent cette fois-ci du secteur et se dirigent vers l'anode. L'équilibre est à nouveau rompu. Au même moment, dans la cathode, les atomes de lithium perdent des électrons et vous connaissez la chanson. Ils se transforment en ions positifs, ils quittent la cathode, passent dans l'électrolyte et viennent s'installer dans l'anode. L'équilibre global est à nouveau rétabli. Alors concrètement, il y a plusieurs manières de recharger la batterie. Le plus simple, c'est à la maison sur une prise du secteur. L'intensité du courant est modérée, mais cela suffit amplement pour charger la voiture la nuit, par exemple. Il y a aussi des solutions dites renforcées, plus sécurisées et plus rapides, que l'on peut installer chez soi. Enfin, il y a la charge rapide, celle qu'on peut effectuer sur les bornes de station-service et sur les aires d'autoroute notamment. Cette fois, l'intensité du courant est telle que l'on peut effectuer une charge à 80% en une petite heure. C'est pratique quand on fait de longs trajets. Il y a d'ailleurs de plus en plus de bornes. Mais attention, il ne faut pas non plus systématiser au quotidien ce type de charge. Effectivement, le réagencement des ions lithium dans la batterie est un peu plus chaotique, ce qui l'use prématurément. Et oui, une batterie n'est pas éternelle. Elle s'use plus ou moins vite. Au bout d'une dizaine d'années, en général,
il faut la changer. Mais on progresse dans le sens d'une utilisation et surtout d'une production plus responsable de ces batteries. On développe des circuits de recyclage ou la réutilisation. Tenez, à défaut de pouvoir continuer à propulser de gros véhicules, certaines batteries peuvent par exemple alimenter des deux roues, des appareils électroménagers ou même stocker l'énergie des panneaux solaires. Enfin, tant qu'à faire, l'idéal, c'est d'avancer vers un système de production d'électricité toujours plus durable. L'autre bonne nouvelle, c'est que ces technologies progressent et donc leur coût diminue. Plus on invente et développe dans le domaine de l'électrique, plus cette technologie se démocratise et devient accessible au plus grand nombre. En attendant, notre intérêt à tous, c'est d'utiliser le moins d'énergie possible. En se déplaçant à pied ou à vélo. Par exemple, mais ce n'est pas toujours possible. Heureusement, la plupart des voitures électriques rechargent déjà leur batterie en roulant. Lors des ralentissements, l'énergie est récupérée pour produire de l'électricité, un peu comme une dynamo. Au lieu d'utiliser de l'énergie pour faire tourner une manivelle, je fais tourner une manivelle pour produire de l'énergie. Un autre avantage, c'est que le moteur électrique est par nature plus efficace et dynamique qu'un moteur thermique. Le mouvement rotatif du moteur est directement transmis aux roues sans passer par une série de pistons. Moins de déperdition d'énergie, pas de problème de sous-régime, plus de réactivité, il n'y a même pas besoin de boîte de vitesse. Une réduction du nombre de pièces qui permet aussi, en théorie, de limiter les sources de panne. Ah, je crois que notre correspondant veut nous parler. Allô Jamy, j'ai fait tout comme tu m'as dit, j'ai rajouté des roues, des piles, mais c'est pas encore ça visiblement. Bon bah, je vais rentrer avec la grande. Allez, c'était la dernière prise. Salut les épicurieux. Passent dans l'électrolyte et viennent s'installer dans la note. Oh, dans la note. Eh oui, la chanson, la note. Eh oui. Oui, enfin, il manque encore un volant, une carrosserie, des sièges, un chien, une grand-mère.